Poser des limites. Point 107. Une maquilleuse du studio où je fais parfois des apparitions télévisées le matin me dit qu'il n'y a en fait jamais aucune raison expliquant son anxiété. Je ne suis pas stressée, mais je suis anxieuse, me dit-elle. C'est vrai, beaucoup de personnes le sont. Aujourd'hui, l'anxiété est dans notre squelette collectif. Ce n'est peut-être pas clinique. Peut-être sommes-nous incapables d'en trouver la cause. Peut-être sommes-nous épuisés par l'idée de rejeter la faute sur des circonstances telles qu'une enfance merdique ou des parents limités sur le plan émotionnel. Toujours est-il qu'elle est là, partout. Autour de moi, tout le monde parle d'anxiété comme de quelque chose qui va au-delà d'un combat personnel. C'est une chose. Et il n'est pas exagéré de dire qu'elle fait de nous des êtres guidés essentiellement par le mental. Chai, une femme d'une vingtaine d'années, très à l'écoute d'elle-même, qui a participé à l'un de mes forums, va jusqu'à dire que son anxiété quotidienne, celle qu'elle considère comme un problème courant et commun, est plus stressante que ses maladies névrotiques en raison de son omniprésence. J'accepte mon syndrome, m'explique-t-elle, un syndrome de stress post-traumatique. Mais ce qui est plus dur, c'est cette autre forme d'anxiété, cette sensation permanente d'hypervigilance qui n'est liée à rien de tangible, à aucun facteur déclenchant. Point 108. Et oui, le monde devient de plus en plus anxieux. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on trouve dans les eaux internationales. C'est un fait spécifique lié à la vie moderne, ou pour être plus exact, à la vie moderne occidentale. Selon les dernières découvertes des chercheurs de l'université de Queensland, qui ont mené la méta-analyse la plus exhaustive à cette date sur l'anxiété et la dépression, l'anxiété touche un pourcentage sensiblement plus grand de la population vivant aux États-Unis, en Europe occidentale et en Australie, Nouvelle-Zélande qu'au Moyen-Orient et en Asie. Il est intéressant de noter que les résultats concernant la dépression sont inversés. Les habitants des pays orientaux sont plus susceptibles d'être dépressifs. Que se passe-t-il? Examinons un peu en quoi consiste la vie moderne. La plupart du temps, elle est frénétique et impose un rythme qui n'est pas propice à la pensée méditative. On travaille à la va-vite sur des ordinateurs portables, on zigzague dans les embouteillages, on mange sur le pouce, on se promène avec des cafés à emporter, on fait sans arrêt des mises à jour, l'angoisse d'être en retard de 3 mises à jour. On est censé faire des exposés à l'école du jour au lendemain. Bah oui, où est le problème? Vous avez Google. On emmène des enfants de 2 ans à des cours de violon. On emmène toute la famille à Paris ou à Londres pour la seule raison que tout le monde a l'air de le faire. On fait ses courses en ligne pendant la pause déjeuner. Tout va trop vite, à l'échelle humaine. Pour reprendre les paroles de David Malouf, nous n'avons pas le temps de nous ajuster, d'établir nos priorités, ni de nous demander si ce que nous faisons quand nous courons comme des fous a vraiment du sens pour nous. Nous sommes censés avoir plus de temps. Tous ces outils sont inventés pour nous en faire gagner, non? Mais nous avons moins d'espace. Nous sommes branchés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tous les interstices sont remplis, même quand on attend le bus. On n'arrive pas à lâcher le travail, à se détendre et à regarder dans la vague un moment, en appréciant les oiseaux qui chantent, la lumière du soleil couchant sur le visage des autres passagers. Non, il faut faire le tri sur nos réseaux sociaux. Je sais,
que certaines personnes apprécient de prendre l'avion, car c'est l'un des rares moments où on a un creux, entre guillemets. On ne peut pas être joie, le flot des appels dans la messagerie se calme, et si on en profite pour communiquer par mail, on a même le temps de les corriger avant de les envoyer. C'est un luxe délicieux, je vous le dis. Si ce n'est que les compagnies aériennes ont commencé à équiper les avions du Wi-Fi. La technologie nous libère pour mieux nous emprisonner. Elle a créé l'impératif d'aller plus vite, d'accueillir plus d'idées et de jongler davantage. Nous n'avons aucune excuse si nous ne trouvons pas une réponse immédiatement, alors que Google existe, ou Siri, ou Bots. Nous n'avons aucune excuse si un élément de notre vie nous échappe. D'ailleurs, n'avait-il pas été enregistré automatiquement dans notre agenda en ligne? Et si nous avions besoin de plus de temps pour savoir et pour sentir si cette réponse est la bonne, pour ne pas se laisser déborder par toutes les idées et opportunités que nous offre désormais la vie moderne, nous devons laisser des tas d'onglets ouverts dans notre cerveau, ce qui nous fait sans cesse sauter d'une tâche, d'un engagement ou d'une pensée à l'autre. Et tout cela s'affronte et s'agglutine, et nous nous retrouvons dans un enchevêtrement d'onglets ouverts, nous réveillant au beau milieu de la nuit pour faire le tri dans les pensées, les idées et les engagements accumulés. Tout cela nous a vraiment surexcités. Comme quand on était petit et qu'on piquait une crise et que notre mère disait qu'on était surexcité. « Allez, un peu moins d'excitation », disait-elle. C'est vrai, il nous faut un peu moins d'excitation. Mais la maîtrise de soi triomphe dans cette vie moderne. Aussi, si on ne trouve pas son bonheur, son calme ou son équilibre dans tout cela, si on ne s'en sort pas, c'est parce qu'on ne fait pas suffisamment d'efforts. Car la vie moderne décrète que la réponse est là-bas, qu'il suffit d'y mettre du sien pour la trouver et la faire sienne. Bien entendu, elle n'existe pas. On est donc condamné à échouer. J'ai de la peine pour les jeunes. Je trouve qu'ils sont particulièrement frappés par cet impératif voué à l'échec. De nombreux sociologues mettent l'anxiété croissante des adolescents et des jeunes adultes sur le compte de ce phénomène. La solution devenue norme est de consommer. Nourriture, objets, histoire d'amour, gourou. Mark Manson, l'auteur de l'art subtil de s'en foutre, écrit « Nous avons tellement de choses et tellement d'opportunités que nous ne savons même plus déterminer ce qui est important du reste. » Et je cite de nouveau Shai, « Aujourd'hui, on nous demande de faire de plus en plus de choses qui n'ont pas de sens et cela nous rend anxieux. » Je trouve effectivement que les jeunes le ressentent pleinement. Et voilà le pire, tout cela nous projette vers l'extérieur, loin de notre être profond et de notre aspiration à mieux nous connaître. De plus, cela nous éloigne aussi les uns des autres. Pour le docteur Jean Twenge, psychologue social à l'Université d'État de San Diego et auteur de Génération Internet, comment les écrans rendent nos ados immatures et déprimés, l'absence de partage et d'appartenance est le premier facteur d'anxiété aujourd'hui. J'aimerais inclure de longs extraits de son livre, mais je crois que le titre est suffisamment éloquent. En conséquence, quand on trouve que cela fait trop, la vie moderne nous colle un diagnostic de trouble ou de maladie. Alors qu'en réalité, il est même plutôt juste, voire raisonnable et sain, d'angoisser face à la vie moderne. Sans rire, nous sommes vraiment trop excités. N'est-ce pas, maman? Et comme le disent beaucoup de mères pragmatiques, bon,
Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de ça? Point 109. L'Ayurveda possède une adorable manière de considérer toute cette folie, ce qui m'a beaucoup aidé ces dernières années. Selon l'Ayurveda, l'anxiété n'est pas une maladie. Ce n'est pas un trouble incurable, c'est simplement le symptôme d'un déséquilibre. On ne soigne pas l'anxiété, elle n'a pas besoin de remède, elle requiert juste un petit rééquilibrage. La tradition ayurvédique considère que nous avons en nous trois doshas, ou types, le type Vata, Pitta et Kapha. C'est moins New Age que ça en a l'air, je vous l'assure. C'est simplement une façon de classer les types de personnalités et de physique qui existent pour une multitude de raisons liées à l'évolution. Nous sommes tous un mélange des trois doshas, dont un tend cependant à dominer en nous. Le déséquilibre de notre dosha dominant peut engendrer différents problèmes de santé physique et émotionnelle. Vous comprenez? Donc, en général, les personnes de type Vata ont un corps léger et souple, de grandes dents en avant, des petits yeux enfoncés et secs, un appétit et une soif irréguliers, souvent des problèmes de digestion et de malabsorption, sont facilement excités, vifs et prompts à agir sans trop réfléchir, peuvent donner une mauvaise réponse, mais avec une grande confiance en eux. Leur force dominante est le vent. Aussi n'aiment-ils pas être désœuvrés et recherchent-ils constamment l'action. Ils sont inconstants. Les Vatas détestent le froid. Ils le détestent vraiment. Ils ont besoin d'aliments chauds et mous qui les ramènent sur terre, et ils adorent l'été. Les personnes de type Pitta ont une ossature et un poids moyen. Ils prennent ou perdent rarement beaucoup de poids. Leurs yeux sont vifs mais sensibles à la lumière. Ils ont bon appétit et une grande soif. Les Pittas ont d'excellentes capacités d'apprentissage, de compréhension et de concentration. Sont très disciplinés, peuvent être catégoriques, critiques et perfectionnistes et ont tendance à se mettre en colère. Leur résistance et leur durée de vie sont modérées. Leur force est le feu. C'est en été que leurs caractéristiques s'exacerbent. Coups de soleil, impatience, boutons de chaleur et mauvais caractère sont fréquents. Les Pittas ont besoin et aiment les aliments rafraîchissants, comme les salades, et doivent éviter les piments et épices qui réchauffent. J'ai remarqué que les hommes Pitta étaient souvent chauves. Trop de chaleur sort de leur tête. Les personnes de type Kapha ont une ossature forte et large, de grands yeux, des dents solides et des cheveux épais et bouclés, une peau épaisse, douce, grasse et velue. Une digestion et un métabolisme lent qui se traduit souvent par une prise de poids, des fringales de sucré et de salé, un esprit calme et stable, une voix mélodieuse et une diction monocorde. Les kaphas sont terrestres et peuvent être lourds. Ils ont besoin d'être stimulés. Ils réagissent bien au café et aux épices. Leurs symptômes s'aggravent à la pleine lune, en hiver et au début du printemps, quand le temps est lourd, humide et nuageux. Cela crée en eux lourdeur et humidité. Mais voilà, l'intenable Vata contrôle tous les doshas. Comme l'oxygène, il est vital pour le reste. Et ce n'est pas fini. Quand Vata est déréglé, quand il est surexcité, nous devenons anxieux, quel que soit notre dosha dominant. Vata est l'oxygène pour le feu Pitta, le vent pour la terre Kapha. Trop de Vata et nous nous consumons ou nous nous déchaînons, hors de contrôle. Il y a autre chose encore. La vie moderne aggrave Vata. Les bruits agressifs des villes, le café et le sucre qui excitent, l'envoi frénétique de mails,
l'air climatisé, les aliments froids, croustillants et secs, genre chips, crackers, salade, faire plusieurs choses en même temps, passer d'un onglet à l'autre. Le pire, c'est le mouvement. Les taxis fous dans la ville, les voyages d'une nuit d'un pays à l'autre, l'avion, les longues distances sur la route, tout cela pousse Vata à bout. Si on met tout cela bout à bout, qu'est-ce qu'on obtient? Un tas de gens qui souffrent d'anxiété causée par un Vata forcené. Quand j'ai compris cela, j'ai été déçue. Je sais agir vite, c'est ce qui me définit. J'aime la souplesse que me procure le fait d'être volatile. Comme je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, je suis fièrement attachée à nombre de facteurs qui m'angoissent. La vitesse, le fait de faire plusieurs choses en même temps, le changement constant, ce qui doit sembler ridicule aux non-anxieux. Beaucoup moins à ceux d'entre nous qui se servent de ces comportements comme de mécanismes de défense. Mais j'ai appris que la philosophie védique ne nous demandait pas de nous retirer dans notre grotte, ni de renoncer au portable. Elle suggère simplement, quand nous sommes chamboulés, de dompter notre vata en appliquant quelques techniques afin de rétablir l'équilibre. Comment dompter son vata? Voilà comment je procède. Les effets de ces différents conseils sont cumulatifs. Plus vous en suivez, plus votre cerf-volant vata qui claque au vent va se calmer. Plus vous serez pondéré, mieux vous vous sentirez et plus votre anxiété va s'équilibrer. J'évite l'air climatisé et les ventilateurs, ainsi que les courants d'air. J'emporte souvent un châle ou un pull supplémentaire à nouer autour du cou quand je suis anxieuse, au cas où je me retrouverais captive d'un courant d'air. J'ai conscience que le printemps n'est pas la meilleure saison pour moi. Le vent peut me désaxer, mais ce n'est pas grave tant que j'en suis consciente. Dans ce cas, je fais plus de choses inscrites sur cette petite liste. J'arrête le café quand je suis agitée. On me demande souvent mon avis sur le café. Est-ce mauvais? Est-ce qu'on peut en boire? J'ai trouvé mes réponses dans l'Ayurveda. Rien n'est mauvais en soi. Ce qui compte, c'est ce qui vous détraque. Si vous vous demandez si le café est mauvais, c'est peut-être que vous sentez qu'il l'est. Moi, je bois un café allongé pratiquement tous les jours, mais régulièrement, j'arrête d'en boire, en partie pour m'assurer que je ne suis pas accro, mais aussi pour reposer mes surrénales et mettre mon cerf-volant à l'abri du vent de temps en temps. J'essaye de déjeuner à 13 heures et de dîner à 19. Peu importe les horaires, l'essentiel est la régularité. L'énergie Vata a besoin de routine pour se calmer. Je mange des aliments plus lourds, purée de patates douces, soupe de légumes racines épaissie au yaourt, porridge. Ils laissent et ancrent l'énergie Vata, telle une mysdie de l'hygiène alimentaire. Je mange de l'huile. Je cuisine mes ragoûts et mes currys à l'huile de coco et au djé, et verse de l'huile d'olive sur mes légumes le soir. Une cuillère à soupe à peu près. Mais j'augmente la dose quand je suis nerveuse. L'huile nourrit et réchauffe. Les nutritionnistes occidentaux le reconnaissent aussi. Nombre de vitamines et minéraux essentiels ainsi que de protéines sont liposolubles, ce qui explique pourquoi les Grecs et les Italiens mettent toujours de l'huile sur leurs légumes et que les Français et nos grands-mères mettent du beurre. Nous avons besoin de gras pour être densément nourris. Je reste immobile entre 5 et 20 minutes, plusieurs fois par jour. Je médite. On peut s'asseoir simplement sur un petit banc avec soi-même ou s'allonger dans la pénombre. Je dis à mes amis que je dois rentrer à 21 heures. Vata recouvre mieux son calme pour dormir pendant la période Kapha, avant 22 heures. Je décroche des réseaux sociaux le week-end et le soir à partir de 20 heures.
Parfois, quand Vata, l'anxiété, est montée en flèche, je provoque un suicide Safari ou une apocalypse Google en éteignant mon moteur de recherche et en laissant tous les onglets partir avec. Je pourrais tout retrouver si besoin est. Je lâche prise. Je porte des tricots de corps et des vêtements dont ma mère m'a toujours dit qu'ils tenaient chaud aux reins. Il y a 3 hivers, je me suis aussi acheté une paire de Hugg qui monte jusqu'aux genoux. Je marche dès que je peux. J'évite les trajets en voiture et même le vélo quand je suis agitée. Dans l'Ayurveda, on dit que tout ce qui est plus rapide que la marche peut nous déstabiliser. Je fais du yoga, de préférence du yoga chaud qui favorise le retour au calme, lent et lourd. Je ne fais pas les magasins. Les magasins sont des concentrés de vata et de déclencheurs d'anxiété. Air climatisé, bruit, lumière vive, choix. Point 110. Le philosophe français Blaise Pascal était tourmenté par la maladie et l'anxiété et sautait d'une obsession à l'autre, toutes plus surprenantes les unes que les autres. Il a, entre autres, étudié le triangle, inventé des calculatrices mécaniques et a écrit de grands textes spirituels polémiques. Il a écrit ces mots célèbres, manifestement issus de son expérience. La seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement et, cependant, c'est la plus grande de nos misères. Ce grand nerveux a également remarqué que tous les problèmes de l'homme provenaient de son incapacité à demeurer en repos dans une chambre et à accepter qu'il ne se passe rien. Je ne suis pas sûre qu'il soit jamais parvenu à développer une telle qualité. Il est mort à 39 ans de ce qui a été interprété par certains comme des complications de troubles de l'anxiété. À ce jour, l'idée qu'il ne se passe rien m'est difficile. Quand j'étais petite et que nous vivions dans le bush, je sautais de joie dès que le téléphone sonnait et mourais d'impatience d'entendre une voiture rouler dans notre longue allée. Je grimpais sur un arbre en attendant et en tendant l'oreille. Pendant des heures, j'attendais que quelque chose se passe. Il y a quelqu'un qui arrive, il va se passer quelque chose. Nous avions rarement de la visite, peut-être tous les 2 ou 3 mois. Ces jours-là, je faisais des scones super salés et des gâteaux spongieux et je planifiais ma tenue et les conversations avec les adultes. Je ne pense pas que cette anticipation anxieuse et insatisfaite m'ait jamais quittée. Aujourd'hui, quand je suis nerveuse, je prends mon téléphone pour voir s'il se passe quelque chose sur les réseaux sociaux. Est-ce que quelqu'un a réagi à mon post sur Facebook? Combien de vues ai-je pour ma dernière story sur Instagram? J'ai observé ma réaction quand je retourne à la voiture sans avoir mis d'argent dans le parc-mètre. En fait, j'aime vraiment éprouver cette sensation à l'approche d'un drame. Je ne peux qu'en conclure à une addiction à quelque chose sur le point d'arriver. Un jour, j'ai rencontré Martha Beck, la coach d'Oprah Winfrey. Elle rédige une rubrique mensuelle dans O Magazine, le magazine d'Oprah, qui m'obsédait à l'époque. C'est l'écrivaine la plus chaleureuse et la plus drôle qu'il m'ait été donné de rencontrer. C'est une femme mince, aux cheveux roux et souples, et aux yeux verts, qui m'a fait penser à un petit oiseau. Elle fonce et parle vite, mais avec une certaine délicatesse. Toujours est-il qu'elle a tordu sous mes yeux une cuillère en utilisant la force mentale, et ses minuscules mains à peine. Je ne plaisante pas. Il faut que vous sachiez ceci. Elle a commencé par me demander de tordre la cuillère. Je n'ai pas réussi à la faire bouger et pourtant, laissez-moi vous dire que j'ai des mains d'homme. Martha pèse à peine plus lourd qu'un lévrier nain et sa force est proportionnelle à son poids. L'acte n'a pas été prémédité. Elle a utilisé une cuillère à café, pas la sienne. Enfin, si vous avez vu Matrix, eh bien, c'est un peu ça.
Bref, là n'est pas la question. Je lui avais demandé si nous pouvions nous rencontrer au cours d'un de mes séjours à Manhattan. C'était une brève période de transition à la fin de ma crise de la trentaine. Je reprenais des forces. J'avais commencé la méditation, j'écrivais mes chroniques pour améliorer la vie et me trouvais à New York pour interviewer quelques célébrités spécialisées dans l'amélioration de la vie. Quand nous nous sommes retrouvés à l'hôtel Hudson devant un thé vert, la première chose qu'elle a dite a été « Je suis sûre que nous avons déjà travaillé ensemble ». Elle m'a expliqué qu'elle m'avait reconnu à la façon dont j'avais rédigé mon mail. Elle me voyait comme quelqu'un qui anticipe tellement que c'en est maladif. Bien vu. Avant même de me rencontrer, elle avait compris que j'étais hyper vigilante et que je passais sans cesse d'une chose à l'autre, que je fonçais avec une intensité qui faisait peur à la plupart des gens et que je m'efforçais de tout maîtriser, tout en parvenant parfois à considérer l'anxiété comme un joli monstre. Le fait qu'elle reconnaisse qu'elle était dans le même camp en disait long sur sa maturité et sa sagesse. Elle me tendait la main comme pour dire de la manière la plus bienveillante qui soit « Je sais ». Je ne pense pas qu'il soit néfaste en soi d'anticiper, de déborder d'enthousiasme en faisant des gâteaux spongieux pour les invités, ou d'avoir envie de savoir ce que les autres font de leur dimanche après-midi alors que nous sommes en train de récurer la baignoire. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes curieux et tournés vers les autres. Par contre, cela nous dessert si nous le faisons pour fuir quelque chose. Si nous sommes vraiment surexcités et que cela nous agace de savoir que nous fuyons, ou si nous nous sommes énervés au point de ne plus être capables de rester avec nous-mêmes et d'accepter qu'il ne se passe rien. Nous savons alors que nous avons franchi cette limite. En nous asseyant, en nous calmant, en nous posant et en trouvant l'espace dans lequel nous pouvons nous déployer, nous orienter et réfléchir à tête reposée, nous sommes en mesure de sentir que nous avons dépassé les bornes. Cela nous frappe comme un « aïe ». Nous nous sommes encore perdus de vue. Pour être honnête, même la méditation peut être une façon d'attendre quelque chose de l'extérieur. Dans La pleine conscience pour détricoter l'anxiété, le thérapeute britannique Richard Gilpin écrit que c'est une erreur répandue chez les personnes qui veulent pratiquer la pleine conscience pour soulager leurs angoisses d'espérer atteindre le calme par le biais de la méditation. C'est une façon de s'accrocher à quelque chose, dit-il, de chercher à atteindre des états agréables pour éviter les états désagréables. En effet, les retraites de méditation dans les grands centres d'Asie regorgent de gens qui fuient, qui se cachent derrière des autocollants « La vie est magique » et des hashtags spirituels. Hashtag gratitude infinie, hashtag guerrier de la lumière, hashtag licorne et arc-en-ciel. Richard Gilpin écrit encore « Il serait plus pertinent d'apprécier et d'examiner les états de calme lorsqu'ils se manifestent et de traiter les états anxieux avec beaucoup de bienveillance et de respect. L'encouragement radical de la pratique est d'accueillir les états les plus désagréables tant qu'ils durent. Tôt ou tard, ils se vident de leur énergie. » Lisez ça, c'est drôle. Voici un exercice que j'ai trouvé chez Richard Gilpin. Quand vous arrivez à la fin de cette phrase, fixez le point après le mot « passe » et restez là, ne faites rien d'autre et observez ce qui se passe. Maintenant que vous avez lu la phrase, avez-vous saisi l'instant où vos yeux se sont détachés du point? Ce mouvement était-il intentionnel ou vous a-t-il semblé se produire automatiquement? Maintenant, revenez au moment où vous fixiez le point. Que se passait-il? Qu'avez-vous vécu?
Voulez-vous bien refaire l'exercice? Donc, fixez le poids après le mot passe et observez ce qui se passe. Vous verrez, ce sera différent cette fois. Je ne vais pas vous dire en quoi ni pourquoi, parce que ce n'est pas le sujet, et que ce serait vous donner l'occasion de vous cramponner à quelqu'un d'autre. Point 111. Voici ce que je pense. Jadis, il existait des limites institutionnelles qui nous empêchaient d'être surexcités. Nos employeurs en fixaient certaines, par exemple. Nous travaillions de 9 à 17 heures et les week-ends étaient bien séparés du travail. Nous n'emportions pas nos téléphones à la maison, nous n'avions pas d'ordinateur personnel, nous n'étions pas joignables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous pouvions nous plaindre si les limites étaient dépassées et quelqu'un, un supérieur, la DRH ou un syndicat, réglait le problème. L'Église décrétait des journées de repos hebdomadaires et les magasins étaient fermés le dimanche. Prendre l'avion était une expérience rarissime dans sa vie. On communiquait par lettres, rédigées lentement, avec attention. Personne n'exigeait de réponse dans l'heure. Ces limites créaient des ancres de certitude et réduisaient le nombre de décisions que nous avions à prendre. Elles nous permettaient de maintenir une certaine stabilité. Mais aujourd'hui, ces limites ont presque toutes disparu. Les informations et les obligations affluent et nous continuons à croire, après des années ou même des décennies, qu'un beau jour viendra où le flux se tarira, que nous en viendrons à bout comme nous en étions capables jadis de le faire. Nous nous référons toujours à cette idée dépassée. Or, ce jour-là n'arrivera jamais. Je pense que nous nous fondons sur l'idée fallacieuse que quelqu'un d'autre pourra surgir, fixer des limites à notre place, comme au bon vieux temps, et les faire respecter. J'ai une info pour vous. Cela ne se produira plus. Il faut que nous comprenions que c'est à nous de fixer les limites. Le baromètre du succès, du bien-être et du bonheur repose sur notre capacité à limiter les distractions, à réduire l'agitation, à endiguer les vagues de données épuisantes, à consacrer un espace dans notre semaine à la réflexion et au silence. Dans le passé, on mesurait le succès à notre capacité à chasser les informations, à recueillir des données, à trouver une super référence dans l'encyclopédie universelle. Désormais, il faut mesurer le succès à la quantité d'informations et de données que nous parvenons à écarter grâce aux limites que nous fixons. Quand on comprend ça, on se sent libéré d'un poids. On a la permission. Vous voulez dire que je n'ai pas à compter sur quelqu'un d'autre pour régler ce problème? Qu'il faut vraiment que je m'en charge moi-même? Génial! Fixer nos propres limites. À vous de créer le monde spacieux, ample, tranquille, sans onglets dans lequel vous avez envie de vivre. C'est à vous de le faire. Si cela peut vous inspirer, il se trouve que les gens de mon entourage qui réussissent le mieux leur vie posent des limites fermes, particulièrement fermes. Voici quelques suggestions qui m'ont particulièrement aidé. J'espère qu'elles vous aideront aussi. Choisissez celle qui vous attire. Consultez ces mails 2 fois par jour, pas plus. C'est une astuce que m'a donnée Tim Ferriss, l'auteur de La semaine de 4 heures. Lui-même consulte sa boîte mail à 10 heures et à 16 heures. Il a mis en place un message automatique qui en informe les personnes qui lui écrivent. Nous avions discuté par téléphone il y a quelques années. Il avait répondu 36 secondes après
que j'avais envoyé mon mail à 14h45, heure de San Francisco. Pour lui, fixer des limites signifiait habituer son entourage à ne pas s'attendre à ce qu'il soit toujours disponible. Autre suggestion, rien avant 10 heures du matin. Un expert autoproclamé en organisation de vie que j'ai croisé préconise de ne réagir à rien avant 10 heures. C'est-à-dire que vous commencez la journée par ce qui est important à vos yeux, plutôt que de répondre d'emblée aux exigences des autres. Autre suggestion, vivre dans un endroit tranquille. Le blogueur zen Leo Babauta a déménagé à Hawaï pour s'éloigner des distractions de la vie en ville. Le romancier épicuriaire a quitté Manhattan pour le Japon, notamment pour pouvoir survivre plus facilement à de grands déplacements à pied et pour que chaque sortie au cinéma soit un événement. Rien ne me rend plus calme, dit-il, plus tranquille et plus heureux que de me trouver dans un seul endroit à la fois. Suggestion suivante. Personnellement, j'ai déménagé près des plages au nord de Sydney pour avoir moins d'agitation urbaine autour de moi et avoir un accès direct aux bush et à la mer qui me font tant de bien. Cela a été un grand sacrifice. Il a fallu que je me sépare de mes amis et de mon entourage et que je vive de nouveau dans le provisoire. J'ai déménagé au moment où je commençais les recherches et la rédaction de ce livre. Je me rends compte que cette initiative m'a permis de m'ancrer suffisamment pour pouvoir supporter l'anxiété d'écrire un livre sur l'anxiété. Suggestion suivante. Installer une corbeille spéciale vie de famille. Mes amis Nico et Heidi en ont installé une dans laquelle ils déposent leurs portables et les tablettes de 18 heures jusqu'au lendemain matin. Autre suggestion, lâcher son portable. Quand je me sens fébrile, je laisse mon portable à la maison. C'est un acte de résistance de nos jours. À peu près une fois par semaine, je lâche mon portable et je ne réponds pas au téléphone de toute la journée. Suggestion suivante, une chambre à soi. J'ai rencontré une femme qui, tous les 2 ou 3 mois, réserve une chambre dans un hôtel pas cher, pas loin de chez elle. Elle s'y installe en sortant du travail, se fait couler un bain, lit, se fait les ongles, dîne dans sa chambre, regarde un film et dort comme un bébé. Et le lendemain, libère la chambre et retourne au bureau. Elle dit à son mari qu'elle est en déplacement professionnel. Elle culpabilise un peu de lui mentir, mais le bénéfice que tout le monde en retire en vaut largement la peine. Suggestion suivante, une semaine pour réfléchir. Bill Gates s'en accorde une tous les 6 mois. Il quitte ses camarades en pantalon de toile de la Silicon Valley et se rend dans un petit chalet sur une colline, à l'abri de toute distraction. Le blogueur Michael Karnjanaprakorm écrit sa propre expérience. J'ai créé, dit-il, une liste de choses à réaliser dans ma vie. Je fais des tas de recherches sur le bonheur et j'ai appris que c'est une question de fréquence, pas de qualité des expériences positives. Je me suis concentrée sur mon développement personnel, pas professionnel. Je suis allée marcher dans les bois, j'ai appris à cuisiner bio, j'ai lu 3 livres que je n'étais jamais parvenue à terminer, j'ai fait du yoga et médité tous les jours, ce qui m'a clarifié l'esprit. Et j'ai passé des heures assis, à contempler le paysage magnifique au lever du soleil, termine-t-il. J'ai moi aussi tenté l'expérience plusieurs fois. C'est un vrai défi. Suggestion. Un jour de repos. J'ai rejoint l'explorateur du National Geographic Dan Beutner lors de l'un de ses voyages dans les zones bleues.
ces endroits de la planète où les gens vivent le plus longtemps. Il m'a répété que l'un de ces 9 facteurs les plus importants pour vivre longtemps et en bonne santé était un jour de repos hebdomadaire. Moi, je prends tous mes jeudis. J'indique occupé dans mon agenda, toute l'année. Le jeudi, je reprends les lectures que j'ai mises de côté. Je couche mes pensées dans un cahier. Je fais les choses à l'envers. J'ai écrit ce livre le jeudi. Le jeudi, c'est le jour où j'ai de l'espace. Suggestion suivante. Un message automatique. Quand je pars ou que je m'enferme pour écrire, je crée un message automatique informant que je ne donnerai pas suite aux emails reçus. J'invite les gens à réitérer leurs requêtes après mon retour si le sujet est toujours d'actualité. Ce qui renvoie à mon interlocuteur la responsabilité de me recontacter si nécessaire. Ce qui est malin. C'est vrai. Comment puis-je savoir si le problème a été résolu en mon absence? Et après tout, c'est lui qui a besoin de moi. Nous avons tendance à l'oublier. Nous oublions qu'un email n'est pas une convocation. Suggestion. Ne pas remplacer Google. Les gens peuvent devenir paresseux et vous poser une question par mail dont on peut trouver la réponse sur Google ou en y consacrant un peu de temps et d'énergie. Les anxieux ont tendance à être exagérément sérieux dans leur volonté de répondre et d'aider les autres. Posez des limites sur ce point. C'est ce que j'ai fait. Avant, je répondais poliment à tous ces mails. Maintenant, je les supprime directement. James, l'un de mes amis journalistes, se sent tout à fait dans son droit quand il ne répond pas à des mails. Il m'explique. Les gens s'imaginent qu'en consacrant 5 secondes à m'envoyer un mail pour me demander quelque chose, ils méritent une réponse qui va exiger de moi 25 minutes de recherche et de rédaction. Ce n'est pas juste, m'explique-t-il. Suggestion. Envoyez moins de mails. Chaque mail envoyé donne naissance à 3 autres qui viennent remplir votre boîte de messagerie. Observez ce qui se passe si vous vous abstenez un peu. Voyez combien de problèmes se résolvent sans votre vigilance. Suggestion. Possédez moins. J'ai parlé à beaucoup de nomades connectés et d'adeptes du minimalisme qui m'ont affirmé que la meilleure manière de vivre était de vivre léger. Ils ont conçu des blogs sponsorisés et se sont fait financer leur exploration autour du monde. Il n'est pas si surprenant que la plupart d'entre eux aient abandonné l'expérimentation au bout d'1 an. Cela dit, je suis sincèrement convaincue que vivre simplement est la meilleure manière de vivre. Pour moi, cela réduit considérablement le nombre de décisions à prendre. Je ne possède pas suffisamment de vêtements pour me permettre une crise devant mon armoire quand je m'habille, et me pousse à adopter des principes plus sains. Et cela crée l'espace pour cela. Après la crise financière mondiale, toutes sortes d'études ont conclu qu'on était effectivement plus heureux en possédant moins. La plupart d'entre elles montraient que c'était dû à l'adaptation hédonique. Nous sommes programmés pour stabiliser notre niveau de bonheur. C'est pourquoi la satisfaction liée à l'achat ou à la possession d'objets est toujours éphémère. Selon une étude publiée dans le Journal de la psychologie de la consommation, les expériences, par exemple une sortie en canoë, nous rendent plus heureux que les objets. Une autre, publiée dans la psychologie des sciences, montre que l'accumulation de biens, un problème de riches, réduit notre capacité à apprécier les choses simples, comme les couchers de soleil et le chocolat. La conscience de posséder des choses nous détourne des plaisirs fondamentaux. Cela dit, de nombreux experts dans ce domaine insistent
sur les joies du ménage et du rangement. Je me permets d'intervenir à ce stade pour souligner que balancer des affaires et se débarrasser de nos entraves n'est pas une manière très responsable de procéder. Jeter des ressources encore utilisables et ranger méticuleusement les objets dans des boîtes qu'on va acheter dans un magasin de boîtes est franchement aberrant. Pour moi, l'antidote consiste, en premier lieu, à ne pas acheter de conneries. Ou, pour le dire plus directement, ne faites plus les magasins. Point 112. Un fermier est allongé sur son lit. Il est à l'article de la mort et réunit ses fils paresseux et cupides pour leur dire où il avait caché la fortune familiale. Ils tournent en rond, impatients, fébriles. Le fermier lève le bras et montre un grand champ derrière la fenêtre. Elle est là. Sur ce, il trépasse. Les fils paresseux et cupides se mettent aussitôt à retourner le champ, sillon après sillon, pour trouver le trésor en vain. Ils sont amèrement déçus. Et la récolte suivante est l'une des plus belles de leur vie. Lancez-vous. Attelez-vous à la tâche. Faites de petits pas dans la bonne direction. Le trésor arrive.